De tous les leviers d'investissement dont on parle sur ce podcast, il y en a un, tu l'as senti, qui est particulièrement pertinent pour la construction de ton patrimoine, c'est l'investissement immobilier locatif. Et bien qu'il soit puissant, c'est aussi un type d'investissement qui demande du temps, on va pas se mentir, et qui peut faire peur tant il semble y avoir de paramètres à maîtriser. Alors si tu manques de temps ou que tu souhaites être accompagné, je te conseille les services de revenuslocatif.com, une société d'investissement locatif clé en main spécialisée dans la région Île-de-France. Les équipes s'occupent de ton projet d'investissement de A à Z, de son analyse à la recherche de biens rentables en passant par la réalisation des travaux de rénovation, le montage des meubles, le tout avec un devis forfaitaire précis, sans surprise, et des suivis réguliers à chaque étape du projet. Je viens d'ailleurs de finaliser la mise en location d'un ensemble de 3 logements réalisés par Revenu Locatif et j'ai été très satisfait de la collaboration, en particulier de la capacité d'anticipation à la résolution des problèmes quand il y en a eu. J'ai aussi reçu des feedbacks très positifs d'auditeurs qui ont investi via la structure. Alors si ça t'intéresse, je t'invite à te rendre sur le site revenu avec un s-du-milieu locatif avec un s.com/action et à remplir le formulaire en n'oubliant pas, bien sûr, de mentionner que tu viens de ma part. Tu seras bien reçu. Le problème, c'est quand tu as 200 millions qui arrivent sur le secteur, tu prends la crème de la crème. Quand tu as 1 milliard comme l'année dernière qui arrive sur le secteur, tu prends plus la crème de la crème. Tu prends beaucoup et tu finances beaucoup d'opérations et beaucoup d'opérateurs qui aujourd'hui, malgré les garanties qu'ils ont données, ont des soucis de retard. Ce que l'on voit, c'est que le fonds de garantie permet de rembourser 60 000 épargnants à hauteur de 100 000 euros. Or, il y a beaucoup plus de 60 000 épargnants en France qui ont 100 000 euros. Voilà. Bitcoin, c'est une monnaie déflationniste dans un environnement hyper inflationniste. Et je ne comprends pas comment des gens puissent s'intéresser à Bitcoin sans avoir conscience de cette notion. Bienvenue sur Les Investisseurs 4.0, le podcast qui explore les stratégies et les méthodes pour développer son patrimoine immobilier quand on a 40 ans, un job à plein temps et une vie de famille trépidante. En dépit des annonces de temps à autre de la part d'entreprises et d'établissements privés de l'acceptation du Bitcoin comme moyen de paiement, le monde des cryptoactifs reste encore perçu par beaucoup comme un monde parallèle au monde réel, dans lequel des monnaies digitales s'échangent avec une grande volatilité et une grande opacité en circuit fermé. Pourtant, les applications réelles incorporant les cryptoactifs vont être de plus en plus nombreuses et de plus en plus présentes dans notre quotidien. Parmi les secteurs en passe d'être révolutionnés par l'arrivée de ces applications, le secteur financier traditionnel est sans doute celui qui a le plus à perdre et qui est donc naturellement plus réfractaire à des avancées dans le domaine. Et au sein du secteur financier, la gestion de patrimoine est l'univers qui montre le plus de résistance face à ces changements qui, s'ils sont associés à davantage de choix, d'aisance d'utilisation pour les investisseurs, sont quand même souvent assimilés à de moindres marges pour les prestataires de services. Louis-Alexandre de Froissart, notre invité du jour, est familier avec ce vieux monde de la gestion de patrimoine dans lequel il évolue depuis plus de 20 ans. Mais plus surprenant et plus intéressant pour notre conversation du jour, Louis fait partie des premiers adopteurs des cryptoactifs dont il prône les vertus et n'a pas hésité à franchir le pas et proposer de s'engager activement dans les cryptoactifs aux grandes dames de certains de ses confrères. Alors comment réconcilier les pratiques de la finance traditionnelle et de la finance décentralisée et intégrer les cryptos dans la gestion de son patrimoine ? C'est ce qu'on va creuser aujourd'hui sur cet épisode. On y verra notamment comment le modèle de la gestion de patrimoine est en train d'évoluer en France avec l'arrivée de nouveaux acteurs. Quelle est dans ce monde la place du CGP, s'il en a encore une, et comment trouver le bon ? Sur quels produits financiers faut-il être particulièrement prudent dans les prochains mois ? Et pourquoi tabler sur les fonds euros pour sécuriser son patrimoine n'est pas exactement la meilleure chose à faire dans ce contexte ? Quel est l'intérêt d'avoir des cryptos en portefeuille, dans quelle proportion ? Avant de démarrer, je voulais remercier les personnes qui ont pris la peine de soutenir le podcast cette semaine au travers de commentaires 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify ou de messages sur les réseaux. Merci à Thomas pour son commentaire encourageant sur Apple Podcast cette semaine, qui écrit qu'en moins de 3 épisodes, il a déjà noté une amélioration dans sa vie perso et pro. Un grand merci à toi Thomas et je serais curieux de savoir de quel épisode il s'agit. Si tu peux, envoie-les-moi par message direct et je le repartagerai à la communauté. Merci aussi à Florent qui m'a envoyé un message lundi pour m'avertir qu'on trouvait 2 spots de pub au lieu d'un au milieu des épisodes la semaine dernière. C'était une erreur effectivement dans la configuration avec mon hébergeur que j'ai corrigé depuis, mais toutes mes excuses pour la gêne occasionnée pendant ces quelques jours.
Merci enfin à Johan Tortig pour la suggestion de l'invité du jour. Et si tu ne connais pas le podcast de Johan sur les finances perso qui s'appelle Ma question préférée, je te conseille d'y jeter une oreille attentive. Allez, sur ce, on attaque notre conversation du jour sur l'ancien monde et le nouveau monde de la gestion de patrimoine avec Louis-Alexandre. C'est parti. Salut Louis, bienvenue chez les investisseurs 4.0. Oui, salut Paco. Merci beaucoup d'être là avec nous pour parler. Alors, je te proposais qu'on discute un petit peu à la fois de gestion de patrimoine et à la fois d'actifs numériques, cryptoactifs et autres. Si tu le veux bien, peut-être pour démarrer, pour les gens qui te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter en fait? Alors donc, Louis-Alexandre de Frossard, j'ai 53 ans, après diverses expériences, notamment dans le conseil financier et dans l'inspection d'assurance. En 2003, j'ai fait un 3e cycle de gestion de patrimoine en même temps que mon boulot. Enfin, en 2002 et en 2003, j'ai lancé Montaigne Conseil et Montaigne Patrimoine, deux sociétés. Une qui, Montaigne Patrimoine, fait l'intermédiation, donc vend des produits financiers, et Montaigne Conseil qui, depuis le départ, fait du conseil. Donc ces sociétés auront 20 ans l'année prochaine. Et nous sommes une équipe d'une dizaine de personnes maintenant. Et nous aimons bien tout ce qui est innovant, puisqu'en 2013, on a fait intégrer tout ce qui était crowdfunding dans l'offre. Et puis, on parle de crypto depuis 2015 à peu près. Ça a intégré l'offre en 2021 véritablement, c'est-à-dire qu'on pensait passer par des fournisseurs extérieurs. Et début 2021, j'ai décidé que ça serait nous qui ferions le conseil. Et je me suis formé tout au long de l'année 2021. Ok, bah écoute, tu fais du coup l'interlocuteur privilégié pour pour parler de ce thème-là, c'est cool. 20 ans ouais, de gestion de patrimoine, alors ça en fait quand même, t'as dû voir pas mal de choses, t'as vu voir un peu ce secteur évoluer, et peut-être avant justement de parler justement de l'intégration de cette nouvelle technologie dans l'offre, je vais profiter peut-être de ta position pour peut-être pour nous dire ce que tu penses de quelle manière le panorama, tu vois, l'horizon de la gestion de patrimoine, quelle manière a évolué en France au cours des dernières années, en fait, si tu as vu des évolutions notables? Alors si mes sociétés ont 20 ans, moi je suis dans le domaine depuis presque 26 ans. Donc effectivement, j'ai vu des évolutions notables. C'est-à-dire pendant très longtemps, les assureurs ont été avec les banquiers les plus grosses forces de vente dans ce domaine-là. Et les indépendants, on va dire que ce sont des gens qui ont véritablement démarré dans la gestion de patrimoine dans les années 90. D'ailleurs, les formations comme Clermont-Ferrand que j'ai fait, ou d'autres, ou Dauphine, ou d'autres écoles, ont été des accélérateurs justement pour l'installation de ces indépendants qui ont connu un métier qui était devenu de plus en plus lucratif avec l'introduction des unités de compte dans les contrats d'assurance vie. Avant, les contrats d'assurance vie, pour faire du rendement, c'était des fonds garantis. C'était pas très très bien rémunéré pour le courtier, mais en tout cas, ça permettait aux clients d'avoir une performance très régulière. Et puis, dans les années 90, fin des années 90, il y a eu une accélération de tout ce qui était SICAV, les fonds communs de placement. On a mis des actions, des obligations et autres dans les contrats d'assurance vie. C'était assez rémunérateur pour ceux qui le conseillaient. Et donc, il y a d'assez gros cabinets qui se sont développés là-dessus. Et puis, il y a une nouvelle couche qui est arrivée avec tout l'immobilier de défiscalisation et tous les produits de défiscalisation. Alors, les produits dom-tom d'un côté, puis la défiscalisation immobilière, avec des excès, bien sûr, comme toujours. C'est-à-dire que beaucoup de gens on payait l'économie d'impôts en frais, tout simplement. Nous, c'est pas du tout été notre mode de développement. Et on va dire que depuis 5-6 ans, on commence à voir arriver une nouvelle génération de conseillers en gestion de patrimoine, des entrepreneurs, qui arrivent avec des modèles assez différents. Alors certains avec de la recherche de leads, ils font des sites internet sur lesquels ils donnent de l'information. Cette information fait appeler les gens, et puis les gens vont souscrire des produits ou ils envoient les contacts qualifiés ailleurs. Donc on a eu pas mal de gens comme ça qui ont développé des systèmes, monfinancier.com, on a eu Net Investissement, on a des choses spécialisées en SCPI, spécialisées en défis, et ainsi de suite. Donc ce sont des gens qui sont venus prendre des parts de marché à côté des acteurs traditionnels. Et puis les acteurs traditionnels, qui étaient un métier extrêmement atomisé, donc on avait beaucoup d'indépendants seuls ou à deux, eh bien c'est un secteur qui est en train de se consolider avec quelques gros acteurs qui émergent. Il y a une course à la consolidation, et notamment par rapport à une génération qui est en train de partir à la retraite. Donc on a une grosse concentration auquel nous on a un petit peu on a fait partie un peu de cette concentration en 2011 puisqu'on avait vendu une partie de notre cabinet, et puis on a fait marche arrière en 2014. On s'est rendu compte que c'était pas fait pour nous. Voilà, on était plutôt avec mes collaborateurs de l'époque qui sont devenus associés des indépendants. On souhaitait mener notre chemin.
Et finalement, on a bien fait puisque depuis 2014, on a doublé de taille tranquillement à notre rythme. Et la décennie qui s'ouvre, voilà, devrait nous permettre aussi de continuer à grossir. J'ai l'impression quand même qu'il y a une sorte de shift qui est en train de se faire sur le secteur des finances perso depuis quelques années, avec l'émergence d'informations toujours de plus en plus qualitatives et peut-être aussi plus accessibles qu'auparavant. Ça laisse quand même entrer des acteurs, et on a reçu notamment, il y avait Mounir Lagoun de Finari ici notamment, mais on parlait à ce moment-là du secteur de la gestion privée en particulier qui s'ouvrait de plus en plus en fait. Et est-ce que tu penses, enfin dans ce contexte-là, on se demande, enfin on peut se poser la question en tout cas de l'avenir du CGP, tu vois, de son rôle et est-ce qu'il est voilà de son rôle finalement. Est-ce que tu vois le rôle du CGP évoluer et sa pertinence aujourd'hui pour la gestion de patrimoine? Je vais faire deux petites introductions avant de répondre à la question réellement. Alors là, ceux dont tu parles, les nouveaux venus sont des gens qu'on voit vraiment sortir depuis un an et demi sur les finances personnelles. On voit des gens qui font plus ou moins bien leur métier. Donc ceux qui le font moins bien, j'interviens pas chez eux. Ceux qui le font plutôt bien, j'apprécie de répondre à leurs questions. Donc ça c'est encore un nouveau modèle que nous on voit émerger depuis 18 mois, même s'il est peut-être un petit peu plus ancien. Et le deuxième point, c'est qu'en 2015, nous on a accompagné la vague FinTech en faisant une manifestation qui s'est appelée de 2015 à 2018 Bordeaux FinTech et en 2019 FinTech Summit. Et donc, on s'est connecté à des ruptures technologiques qui arrivaient sur le marché. Donc, ça nous a pas surpris, tu vois, en 2013 que on commence à regarder le crowd. Nos confrères ont regardé ça en 2018 ou 2019. Pareil pour les cryptos, on s'y intéresse à partir de 2014. Beaucoup de nos confrères ont commencé à s'y intéresser en 2021. Et notamment, on a connecté avec un garçon qui s'appelait Stéphane Mallard, qu'on a fait intervenir plusieurs fois sur justement la disruption. Et oui, dans l'absolu, tous ces nouveaux acteurs viennent porter un coup, peut-être de grâce à des métiers à papa, au CGP à papa, qui travaille pas forcément comme nous, on travaille, mais on s'est posé la question de comment disrupter nous-mêmes notre activité. Et c'est une question qu'on s'est posée en 2014. En 2014, quand on a repris en main les choses, on s'est posé cette question. Si demain, Google, Amazon, Facebook allaient proposer des produits financiers, quel était notre rôle? Si on n'a pas répondu à la question, je pense que j'aurais vendu mon cabinet, je serais faire autre chose. Et on a apporté une réponse qui a été le développement de l'offre de Montaigne Conseil, c'est-à-dire d'être capable d'accompagner les gens uniquement en conseil, 100% conseil. Alors d'abord les gros patrimoines. Et là, notre vrai challenge des années qui viennent, c'est de pouvoir descendre un petit peu dans la taille des patrimoines, c'est-à-dire arriver à morceler véritablement l'expertise, être expert de notre domaine, et morceler l'expertise en termes de temps. Être capable aujourd'hui de donner une expertise en une demi-heure, ce qui fait qu'on vend bien notre heure toujours le même prix, sauf qu'on arrive à concentrer ça sur une demi-heure. Et peut-être que demain, on arrivera à concentrer ça sur 15 minutes, parce qu'on se rend compte que beaucoup de gens vont sur Internet prendre des conseils, et très souvent, ils viennent nous voir après en disant, bon, j'ai vu plein de trucs, mais à un moment donné, j'arrive pas à me l'appliquer à moi-même, j'aimerais que vous puissiez m'aider. Donc, nous, on est capable de donner un conseil patrimonial en une demi-heure. La personne va sur le site qu'on est en train de refaire, là, qui sortira aux environs du 15 septembre, et il va prendre un des 40 sujets qui l'intéressent. Il paye une consultation d'une demi-heure avec un des 5 spécialistes, et hop, il a une réponse à ces questions qui est souvent un enjeu de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros. Voilà. Donc, oui, pour répondre à ta question, oui, ça vient de challenger la profession. La profession peut aussi réagir et elle peut aussi se challenger elle-même. Si elle a peur de se faire disrupter, il faut qu'elle fasse un petit brainstorming en disant comment je peux disrupter moi-même ma propre activité. C'est plutôt positif finalement à tes yeux le fait que le secteur va se dépoussiérer et être plus compétitif finalement pour répondre à la demande qui est là, quoi. Ah oui, bien sûr. Est-ce que pour les gens qui souhaitent peut-être être accompagnés d'un CGP, comment tu dirais quels sont les points qu'il faut regarder qui font qu'on a affaire à un professionnel qui va nous aider? Et puis quels sont les points peut-être qui montrent que finalement pas vraiment, ou que ça va être pas très concluant? Comment tu évalues en fait ça? Tu veux dire à quel moment quels sont les éléments, les questions à se poser sur est-ce que j'ai besoin d'un CGP ou pas, c'est ça? C'est ça ta question? Ouais, et puis la deuxième partie de la question serait comment choisir en fait mon CGP, tu vois. Je dirais que c'est un peu la complexité. Il y a des choses que je peux décider tout seul. Est-ce que je rattache mon enfant? Pas, je rattache pas mon enfant. Il y a plein de petites choses aujourd'hui qu'on peut décider tout seul si on s'en sent les compétences.
Il y a des questions simples et puis il y a des questions qui sont complexes ou dont je n'imagine pas forcément la complexité. Il y a des gens qui me disent, voilà, moi, je suis en SAS, j'ai peu de rémunération et beaucoup de dividendes. Eh bien, dans la plupart des cas, souvent, ce sont des gens qui n'ont pas fait des calculs et qui n'ont pas les outils qui révèlent la complexité nécessaire pour faire le calcul. Donc, je dirais, dès qu'il y a une question où il y a un petit peu de complexité, si c'est pour comparer une assurance de prêt ou comparer un crédit, bon, je pense que là, un bon comparateur permet de faire les choix. Et dès qu'il commence à avoir un petit peu de complexité dans le temps ou en largeur, c'est fiscal, c'est social, c'est économique et c'est juridique, bah là, le CGP a une capacité à répondre parce qu'il a une vision d'ensemble. Le CGP a une vision transversale des choses, là où un avocat a une vision plutôt en silo, l'expert comptable et le notaire également. Donc lui, le CGP, il aura plutôt cette vision holistique. Comment bien choisir un CGP ? Alors, je vais prendre, moi, ma manière de voir les choses, c'est-à-dire un bon CGP, c'est quelqu'un qui peut vous dire, écoutez, mon expertise a un prix, je vous propose de faire un audit payant, et quitte à ce que ça vous fasse une réduction par la suite sur les solutions financières qu'on pourra prendre ensemble si vous les prenez avec nous. Mais d'abord, vous allez payer le conseil parce que ça, il y a deux éléments. Moi, en tant que professionnel, si je vous fais payer le conseil, j'ai une pression pour vous donner un résultat qui va vous servir. Il faut que vous soyez, que ça soit rentable pour vous de payer une consultation ou de payer une étude ou de payer un audit. Et deuxièmement, moi, en tant que CGP, j'aime pas ne pas être lu. Si je fais un travail, j'ai envie d'être lu et d'être consulté. Et j'ai remarqué que quand on faisait, il y a très longtemps, des études gratuites, elles n'étaient pas lues, elles n'étaient pas consultées pour leur propre valeur. Plus le client paye cher une étude, plus il va la lire. Et c'est un élément où c'est gagnant. Nous, ça nous permet d'être toujours se mettre la pression pour donner un travail de meilleure qualité. Et le client, l'assurance qu'il va lui lire le travail que l'on a produit. Donc, je dirais que un CGP qui fait des études gratuites, ça arrive, mais c'est une exception chez nous et c'est un modèle qu'on n'a pas choisi. Alors, certains le choisissent et sont peut-être des gens très sérieux, mais nous, on ne croit pas à cette manière de fonctionner. Voilà. Nous, aujourd'hui, depuis 2003, la croissance du cabinet, c'est quasiment jamais de la pub. Là, on a un peu d'exposition depuis quelques mois à cause des cryptos, mais nous, c'est toujours le bouche à oreille. Et on a une grande fidélité de la part de nos clients. Donc, si c'est ça, c'est qu'a priori, on fait plutôt un travail de qualité. Et on a toujours été, moi, ce que je considère cher. Notre tarif d'audit ou d'abonnement est cher. Mais pourquoi ? Parce que ça nous donne une pression de faire une prestation de qualité. Beaucoup d'entrepreneurs, ils ont des questions complexes. Et alors justement sur la vue que tu as de tes clients, sans effectivement dévoiler des choses que tu peux pas dévoiler, mais je pense qu'il serait intéressant par rapport à la communauté qui nous écoute. Donc juste pour te repréciser aussi, les gens qui écoutent sont pas mal dans l'investissement immobilier, mais ils se développent aussi pas mal l'entrepreneuriat à côté, parce que tu peux pas tout fonder et construire un patrimoine en fait que sur un seul pilier. Et donc il y a aussi les placements et autres. Au travers des profils, toi, des patrimoines que tu as vu grossir, quels sont peut-être les produits qui seraient les plus adaptés, ou du moins les produits avec lesquels tu travailles le plus, peut-être en fonction aussi de l'étape dans laquelle on est dans la construction du patrimoine, si on est début, si on a créé de la valeur déjà, si on veut le protéger ou le transmettre. Peut-être j'ai l'impression qu'il y a un panel assez large et peut-être trop large même de produits qui sont proposés, et j'aimerais bien avoir l'œil un petit peu de l'expert sur qu'est-ce qui fonctionne ou peut-être ce qui est plus efficace qu'autre chose classiquement quand tu accompagnes un client, quoi. En fait, je vais peut-être un peu te décevoir. Le meilleur produit, c'est celui qui est le mieux adapté à notre client. Je m'explique. Quand on fait un audit, on dit quoi ? On dit donnez-nous d'abord vos objectifs, quitte à ce qu'on prenne 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures à bien comprendre quels sont vos objectifs. Comme disait Sénèque, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où aller. Donc, si on n'a pas l'objectif de l'analyse patrimoniale, si on ne sait pas quels sont les objectifs du client, et plus ils sont précis, mieux c'est, plus le conseil va en pâtir. Donc, ce qui veut dire que le meilleur produit, ça sera celui qui sera adapté et le plus adapté à la situation du client. Alors après ça, on a des outils. On va dire, une palette d'une vingtaine d'outils qu'on utilise en fonction des capacités financières de nos clients. Quelqu'un qui va faire un déplacement pour 100 000 euros ou quelqu'un qui va faire des déplacements pour 5 à 10 millions d'euros ne va pas utiliser les mêmes outils. Donc, nous, on aime bien, on connaît bien l'immobilier tertiaire. Et sur l'immobilier tertiaire, on a une sélection des SCPI. Par exemple, on fait un guide annuel pour l'ensemble de nos clients, dans lequel il y a l'ensemble des SCPI sur lesquels on a investi au moins une fois.
Ce guide est mis à jour tous les ans et on le donne à nos clients aux prospects qui nous le demandent pour leur dire voilà, on vous fait une préconisation parce que regardez, on suit cette SCPI depuis longtemps. On a l'immobilier tertiaire dans d'autres fonds qui sont avec un niveau d'accès plus élevé, 125 000 euros pour certains types de clients ou des clients dits professionnels. Où là, l'avantage qu'il y a, c'est que comme on a un montant plus élevé, eh bien, il y a moins de frais, sensiblement moins de frais que dans des SCPI classiques. Et puis surtout, ce sont des fonds qui sont plutôt gérés par des familles. Et on a réussi avec, au fur et à mesure des années, à rentrer en contact avec ces familles. On a à peu près les mêmes rendements. On a exactement les mêmes rendements avec ces familles que pour nos clients. C'est des familles qui n'avaient pas assez de masse et qui ont cherché quelques investisseurs externes pour avoir plus de masse sur le marché. Ça, c'est pour la partie immobilière. Mais on va aussi beaucoup faire de recherche dans de la créance à court terme. C'est-à-dire qu'on va chercher des produits entre 2 et 4%, entre 2 et 4,5% de rendement pour aller faire la base, extrêmement solide de ce qui remplacerait le fonds euro pour aller apporter une performance régulière et récurrente dans l'ensemble des solutions de construction de portefeuille. Puis après, si on va regarder les outils qu'on utilise, eh bien les contrats d'assurance vie, pas trop français d'ailleurs, on travaille beaucoup avec les contrats d'assurance vie luxembourgeois, mais pour des montants importants. Ça sert à rien d'aller au Luxembourg pour 100 000 euros. Ensuite, on utilise un outil qu'on aime beaucoup, qui est la société civile de portefeuille, à l'impôt sur les sociétés, dans laquelle on est devenu un des spécialistes. Et puis, on utilise aussi le plan d'épargne retraite. Et notamment, on a un plan d'épargne retraite avec un profil 100% ETF, tu vois, pour baisser un petit peu le niveau de frais. Mais ça, par contre, c'est réservé aux clients qui sont abonnés chez nous. Il y a un petit abonnement nécessaire pour ça, un abonnement avec un package de services et dont l'accès à ce premier PER 100% ETF. Voilà. Je te fais un rapide calcul, mais après, on a plein d'autres choses. On va chercher des sources de financement, des financements d'entreprises en direct, voilà, plein de sujets divers et variés pour constituer une offre. Parce que c'est vrai que en fonction de où tu te situes aussi et puis du niveau de capital dont tu disposes, tu vas pas utiliser forcément les mêmes outils, aussi en fonction de la pérennité de l'actif, aussi de la sécurité que tu peux avoir. Par exemple, tu citais l'assurance vie notamment, ou les SCPI, mais des rendements peut-être à 2-3%, alors que, c'était pas sur les SCPI d'ailleurs, mais tu citais des rendements de 2-3%. Sur le crowd lending, on a aujourd'hui en immobilier du 10%, tu vois, mais qui peut-être n'est pas adapté de la même manière parce que moins sûr, etc., quoi. Ouais, alors j'ai plutôt parlé de choses qu'on allait chercher entre 2 et 4-5. Voilà, on est plutôt à 4 qu'à 2 ou 3. Mais je pense que s'il y a quelqu'un qui connaît bien le crowdfunding immobilier en France, c'est moi, puisque personnellement, je fais ma première opération en 2013. Et je pense que c'est un secteur dans lequel on va, à mon avis, bien se faire secouer. Donc il y a encore des rendements très très intéressants aujourd'hui, mais il y a aussi un nombre de retards incalculables. Il y a des projets qui sont tellement en retard que c'est quand même difficile de dire qu'ils sont pas en défaut. Et à mon avis, il y a des gros nuages, on dit depuis plusieurs mois, des gros nuages qui s'amoncellent sur ce secteur-là. Et quand on fait le compte des projets qui iront au bout et des projets qui sont tombés en cours de route, je pense qu'on sera pas à 9 ou 10%. Mais il faut vraiment être prudent sur ce secteur. Et il n'y a pas d'argent magique. Je pense qu'il n'y a pas un truc où qu'on fait du 9 ou 10 et il n'y a pas de risque. Ça existe pas. Il y a des rendements de 9 ou 10. On est capable d'en trouver. Le tout, c'est qu'il y a un risque qui est adapté à ce rendement. Et après, il y a pire, si tu veux. C'est des choses que moi, j'aime pas du tout. Ce sont des gens qui vont structurer tous ces offres-là dans des fonds où ils prennent en plus des frais. Donc tu as des frais supplémentaires et au prix d'une diversification, c'est l'exemple de la diversification, tu vas avoir 2% de frais en moins, 2% de performance en moins, et tu seras exposé au même risque parce que finalement on se rend compte qu'ils n'ont pas été mieux disants dans la sélection. Donc prudence. Ouais, c'est vrai que ça s'est beaucoup démocratisé ces derniers temps et l'effet d'annonce du 10% a amené beaucoup d'épargnants dessus et comme tu le dis, ça reste dépendant de la bonne réalisation de l'opération au bout, quoi, parce que sinon il y a pas de cash. Ouais. Surtout quand tu es arrivé sur le secteur en 2016, si tu veux, vu le montant qu'il y avait à financer, tu prenais que la crème de la crème, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un secteur qui était avant financé par les banques. Les banques l'ont délaissé pour des raisons essentiellement réglementaires avec les applications de Bâle 3.
Donc, un certain nombre de sociétés se sont ruées sur le sujet, et c'était très intéressant. Le problème, c'est que quand tu as 200 millions qui arrivent sur le secteur, tu prends la crème de la crème. Quand tu as 1 milliard comme l'année dernière qui arrive sur le secteur, eh ben, tu prends plus la crème de la crème. Tu prends beaucoup et tu finances beaucoup d'opérations et beaucoup d'opérateurs qui aujourd'hui, malgré les garanties qu'ils ont données, ont des soucis de retard. Nous, on voit ça, on voit aujourd'hui des promoteurs qui ont donné des cautions personnelles et qui aujourd'hui sont incapables de rembourser à court terme. Voilà. Bon, donc il faut être prudent. Vraiment, c'est un secteur qui pour moi a été très intéressant. On est très en retrait depuis 7-8 mois. Ok, intéressant, intéressant. Il y a d'autres secteurs peut-être aussi que tu dis peut-être attention, faites attention notamment à SCPI ou autres qui sont aussi pas mal mis en avant. Est-ce qu'il y a des points d'attention? Toujours pareil, on a fait un webinaire avec 3 gérants de SCPI récemment pour nos clients, qui a fait un petit peu de replay en ligne et pour nous, il y a clairement la hausse des taux ne peut pas ne pas agir sur les valorisations ou les valorisations sûrement et un peu les revenus des SCPI. Donc je dis pas attention, c'est général. Aujourd'hui, on va dans des mois qui nous semblent compliqués. On pense qu'il faut mieux attacher sa ceinture parce que ça va secouer. Bon, une fois que cela est dit, on sait que quand ça secoue, c'est aussi le milieu des opportunités. Aujourd'hui, il y a une prudence toute classe d'actifs. Voilà, on est prudent sur toutes les classes d'actifs parce qu'on trouve que le tempo, on trouve qu'en ce moment, il y a quand même un ensemble d'informations qui sont pas super bonnes. Voilà. En dehors de ça, qu'est-ce qu'il y a comme le secteur? On n'a jamais été des pros de la défisque immobilière comme tu as pu l'entendre. On trouve qu'il y a eu beaucoup d'excès et que nos clients n'étaient pas forcément ceux qui gagnaient le mieux leur vie là-dessus. Par contre, on a été capable d'accompagner les clients dans des opérations de loueur en meublé non professionnel ou professionnel parce qu'on faisait le conseil qui était autour. C'est que les clients étaient capables d'acquérir le bien, de le transformer et on l'aidait dans l'exploitation. Donc on a aidé des gens à construire des solutions comme ça. On a aidé des gens à acheter des immeubles en tertiaire, ainsi de suite. En fonction de la taille du patrimoine, si tu veux, tu as plus ou moins de conseils qui te permettent d'aller plus ou moins directement sur le produit. Et puis, les fonds euros, on est aujourd'hui assez inquiet, puisque là c'est plus de l'inquiétude, puisque dans les fonds euros, on est dans le scénario le pire, qui est la remontée des taux. Et la remontée des taux peut amener une absence de liquidité temporaire, sûrement. Le Haut Comité de stabilité financière peut limiter les arbitrages ou les retraits. Donc, faut en être conscient, parce que c'est quelque chose qui peut arriver. Donc, on n'a pas on peut avoir une hypothèse de moindre liquidité et on n'a pas le rendement sur des fonds euros quand on fait un 20 ou un 30. Aujourd'hui, on ne peut pas appeler ça du rendement. Et s'il y a la hausse des taux, est-ce qu'on va pas avoir des rendements encore un petit peu inférieurs en 2023? Prudence, voilà. Aujourd'hui, il faut être particulièrement sioux dans les orientations que l'on prend et privilégier la liquidité et le cash. Je pense que c'est vraiment 2 points importants en ce moment. Là, alors je date mes propos. Nous sommes fin août 2022. Les informations qui nous viennent sont pas super bonnes. Donc nous, pour les mois qui viennent, pour la fin de l'année, on n'est pas contre un peu de cash dans les portefeuilles. Ouais, j'en discutais avec Nicolas Chéron notamment récemment. Il était exactement du même avec toi que dans les 9 prochains mois, ça va être assez rock'n'roll effectivement. Ça peut. Et en même temps, il y aura des opportunités. C'est comme sur les cryptos. Hein. C'est que quand il y a des moments où on va bien corriger, c'est ces moments-là où il faut aussi avoir le cœur bien accroché. Je me rappelle en 2020, quand il y a eu le Covid, on était juste après le début du confinement, les marchés avaient déjà été avaient fait plus que moins 30. Mais la première newsletter qu'on a donnée, c'était revenons sur les marchés. Et quand on a écrit cette newsletter, les marchés ont fait encore moins 4, moins 5. Et après, c'est reparti. Donc, il faut avoir le cœur bien accroché et surtout, pas avoir d'émotion à ces moments-là. Tu parlais des fonds euros. Est-ce que tu penses que c'est le placement aujourd'hui, si on veut être cash et safe, c'est peut-être un peu le mot. C'est toujours le bon endroit pour y être, parce que j'entendais parler, en 2008, de cette fameuse garantie à hauteur de 100 000 euros par les États, qui donne pas envie forcément d'avoir, si t'as plus de patrimoine, de laisser tout en fonds euros. Quel est ton avis là-dessus? Alors en fait, la garantie à 100 000, c'est plutôt pour les banques. L'assurance de mémoire 70 000 euros. Je peux vérifier. Mais en tout cas, si on prend la banque, le fonds de garantie a publié son bilan avant l'été. Et ce que l'on voit, c'est que le fonds de garantie permet de rembourser 60 000 épargnants à hauteur de 100 000 euros. Or, il y a beaucoup plus de 60 000 épargnants en France qui ont 100 000 euros. Voilà. Bon. Mais pour moi, le sujet du fonds euro, il est plus dans les lois dites Sapin 1 et Sapin 2.
et notamment c'est la loi Sapin 1 qui dit que le Haut Comité de la stabilité financière, ministre des Finances plus ministre des Budgets et 3 économistes qui sont nommés par le ministre des Finances ou le ministre du Budget, donc autant dire le gouvernement en place, peut limiter les arbitrages, voire les stopper, peut limiter ou stopper les rachats à partir du moment où la sortie du fonds euro emmène des moins-values latentes à l'assureur. Or, quelle est la période où il y a des moins-values latentes? Les périodes de remontée des taux. Donc, la période dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc, ce qui veut dire que clairement, on n'a jamais été aussi près que d'être dans la situation où la liquidité de l'assurance vie en France peut être remise en cause. J'ai pas dit qu'elle le sera, je dis que là, on n'a jamais été aussi proche. Donc, à un moment où on doit être liquide, il me semble que c'est pas forcément la meilleure des choses. C'est-à-dire que ne mettez pas aujourd'hui de l'argent en fonds euros. Si vous en avez, regardez la capacité. Enfin, voilà, il faut que ça puisse être un petit peu disponible. Et puis, on a des alternatives. Quand les taux remontent, quand on a un Euribor à moins 0,50, la SICAV monétaire de son contrat d'assurance vie, elle faisait une performance négative. Aujourd'hui, la SICAV monétaire dans un contrat d'assurance vie va être amenée à faire de la performance très légèrement positive. On peut aussi avoir des supports obligataires très court terme, par exemple datés sur 18 mois. On a des supports obligataires aujourd'hui qui ont 2 ans de vie devant eux. Ils sont un peu moins sensibles à la remontée des taux et ils vont nous permettre de garder du cash pendant 15 à 18 mois. Ça peut être une alternative. Donc, toujours pareil, quel est mon objectif de placement? Quel est mon horizon? Est-ce que mon horizon c'est 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans? Et en fonction de ça, je vais peut-être chercher à pas tout mettre en fonds euros. Sur ce dont j'ai besoin à 3 ans, je vais peut-être mettre une partie en fonds euros, une partie en SICAV monétaire. Voilà. Et puis, vous allez voir, comme aujourd'hui, il y a donc cette remontée des taux aussi, les comptes à terme vont devenir positifs. Et aujourd'hui, il se peut que les comptes à terme, assez rapidement, à 12 ou 18 mois, fassent au moins autant que des contrats d'assurance vie. Et là encore, je reviendrai sur un sujet qui concerne Bitcoin et qui concerne pas beaucoup d'actifs bancaires. Quand je souscris un contrat d'assurance vie en France, je fais un chèque à l'assureur. C'est-à-dire que je fais un chèque à AXA, par exemple, j'ai une créance contre AXA. Cette créance, AXA doit, par exemple, investir dans les titres qui sont mis dans les conditions particulières de mon contrat, mais il n'est pas tenu de le faire. Il peut choisir un délai, il peut le faire à court terme, à moyen terme, à long terme, ne pas le faire du tout. Il n'est pas tenu de l'investir. Donc, j'ai une créance contre un assureur. Quand je fais un contrat d'assurance vie luxembourgeois, c'est différent. J'ai un dépositaire qui détient les titres qui sont les miens. Donc, c'est une sécurité qui est différente, moi que je préfère pour les gros capitaux. Et quand je fais, par exemple, un PEA, c'est pareil, ou un compte titre, j'ai un dépositaire qui détient mes titres. Donc, parfois, il peut être important si je rentre 1 million d'euros parce que j'ai vendu une maison et je sais que je vais réinvestir ça dans 3 ans. Peut-être que je peux mettre une partie en compte titre sur une SICAV monétaire qui privilégiera 0 rendement, d'accord, je l'accepte, mais une liquidité, une très forte liquidité, contrairement à un contrat d'assurance vie où je pourrais avoir des petits soucis de liquidité. Voilà, c'est un exemple, c'est un point de vue, peut-être pas consensuel, mais en tout cas c'est le nôtre. Non, c'est intéressant. Oui, d'où l'assurance vie luxembourgeoise à l'opposé de l'assurance vie de droit français, qui te donne cette souveraineté sur et puis, enfin, ce contrôle sur ce que tu investis, quoi. Voilà, mais c'est pour les gens qui ont la chance d'avoir des capitaux importants, parce que je dis encore, si c'est pour aller mettre 100 000 sur un contrat luxembourgeois, ça sera jamais un, entre guillemets, vrai contrat luxembourgeois, et donc ça sera toujours contre-assuré par un contrat français, et donc si on veut vraiment mettre une vraie barrière, il faut prendre un contrat de droit luxembourgeois souscrit auprès d'un assureur non français. Ok. Voilà. Et non contre-assuré, et non contre-assuré par le fonds euro français ou l'assureur français. Voilà. Après une courte pause, on évoque avec Louis le volet crypto de la conversation, dans lequel on apprend quel acte notarié devrait bénéficier en premier de l'adoption de la blockchain, quelle réponse opposer aux objections des CGP sur l'utilisation du Bitcoin et à quelle nouveauté technologique a-t-on le plus parlé au Surfing Bitcoin à Biarritz en août dernier. A tout de suite. Par les temps qui courent, la préoccupation numéro 1 de l'investisseur immobilier est de savoir si la banque va continuer à pouvoir l'accompagner et financer ses projets. Et la recherche de financement bancaire devient du coup une compétence de plus en plus critique.
2 anciens banquiers expérimentés, dont l'un Christophe Allais était notre invité sur l'épisode 52, viennent de lancer une offre de formation en ligne pour t'aider à professionnaliser ton approche auprès des banques et mettre toutes les chances de ton côté. Ça s'appelle Mission Crédit Illimité. Tu y trouveras des modules vidéo explicatifs sur la préparation d'un dossier de financement, les attentes du banquier ou les manières de contourner un taux d'endettement élevé. Un module dédié à l'activité marchand de biens sera aussi inclus dans le programme d'ici la fin du mois. Et la formation comprend un rendez-vous personnalisé pour t'aider à monter ton propre dossier et le présenter comme un pro à ton banquier. Alors si tu cherches à enchaîner les investissements immobiliers et que la partie financement te bloque ou te fait peur, tu devrais y jeter un coup d'œil. Il y a une réduction de 25% sur le prix de la formation si tu mentionnes le code promo PACO25. L'offre est valable jusqu'au 15 novembre et disponible sur le site investisseur40.com/TBAD comme ton banquier à domicile. Ça marche. Et alors, justement, comme on en était à la souveraineté, et puis c'est un sujet très 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 crypto, tout ça. Enfin, c'est un petit peu le point fort, le point fort de Bitcoin encore sur les autres actifs. Et je voulais t'emmener justement sur ce volet-là, savoir en fait, de ton point de vue, comment les cryptoactifs et la gestion de patrimoine peuvent cohabiter. Comment tu vois cette classe d'actifs dans une gestion de patrimoine? Merci, c'est un sujet qui me tient à cœur. Tu vois, j'étais là, on est lundi, j'étais jeudi, vendredi, samedi à Surfing Bitcoin à Biarritz. Donc j'ai pas mal rencontré de gens et donc j'ai un certain nombre de personnes qui m'ont dit ouais Louis, j'ai vu des interventions sur ci, sur ça. Ouais, tu sais, nous on a un fonds, on fait un fonds, on a un fonds. Bon, je dis écoutez, mes clients, ils sont non custody sur la totalité de leur patrimoine. Quand ils veulent vendre un bien, il faut aller à l'immobilier, il faut aller chez le notaire. Quand ils ont leur contrat assurance vie, c'est auprès de l'assureur. Quand c'est un compte titre ou un PEA, c'est auprès du dépositaire. Quand ils ont un livret, c'est auprès de la banque. Tout ça. Et là, Bitcoin et les cryptos qu'on choisit, on peut les détenir soi-même dans son propre portefeuille. Alors majoritairement Bitcoin, qui pour moi est vraiment un actif très particulier, mais on peut détenir son patrimoine et on détient même ses clés privées. Et si on détient ses clés privées, c'est qu'on a un accès direct à son patrimoine sans passer par quiconque d'autre. Eh bien, c'est cette première caractéristique qui m'a semblé intéressante, qui me semble intéressante aujourd'hui parce qu'au départ, j'en avais pas conscience. J'en ai eu conscience assez rapidement, mais pas à la première au départ, puisque la première des caractéristiques qui m'a fait m'intéresser aux crypto-monnaies, c'est en 2014 quand j'ai compris que Bitcoin avait une taille maximum d'émission de 21 millions de jetons. Et je ne comprends pas comment des gens puissent s'intéresser à Bitcoin sans avoir conscience de cette notion. Bitcoin, c'est une monnaie déflationniste dans un environnement hyper inflationniste. Et ça, c'était le première des choses. Donc, une monnaie déflationniste comme l'or, par exemple. L'or a montré sur les siècles précédents sa capacité à défendre le pouvoir d'achat. Je m'explique. Bon, il y a des usages, on dit oui, un port a toujours coûté 3 Napoléons en France depuis des années. En fait, globalement, si on regarde la rentabilité de l'or, ou en tout cas la dépréciation de la monnaie par rapport à l'or, c'est une performance de 8,5% par an, sur très long terme. Eh bien, à mon sens, Bitcoin, c'est une autre manière de s'assurer un transfert de valeur dans le temps. Bitcoin, c'est un transfert d'énergie ou un transfert de valeur dans le temps suivant la manière dont on l'analyse. Et en tout cas, c'est un actif très intéressant, contracyclique, un actif un petit peu Black Swan, comme dirait Nicolas Taïeb, signe noir, qui va révéler son potentiel sur des événements rares de marché. Et c'est un très bon complément à un patrimoine, à hauteur, là encore, de 2 à 5% de ses investissements. Je dis pas que si la valorisation explose, il faut toujours le maintenir à 2 ou 5% de son patrimoine. Je dis que simplement, on n'investit pas dans Bitcoin plus que 2% dans la plupart des cas, et dans certains cas, pas plus que 5% de son patrimoine, Bitcoin plus crypto-monnaie comprises. Donc voilà, en matière d'investissement. Et justement, tu l'évoquais, tu disais en disant qu'on va pas forcément contrôler que cette proportion, elle reste à 2 ou 5 si jamais le prix fait x2, ce qui là il pourrait faire x3, on serait même pas à son ATH, je crois. Est-ce que pour toi, tu te dis dans un patrimoine, puisque c'est une monnaie qui a quand même un petit peu de temps avant d'arriver à cette maturation, cette adoption réellement par le public en général, et est-ce que du coup, tu ne réduis pas si ça explose pour garder quand même une minimalité de cet actif. Tu penses qu'on laisse courir et c'est du truc vraiment sur le long terme. C'est comme ça que tu le jouerais?
Alors déjà, pour l'acquisition, on travaille beaucoup, nous, sur tout ce qui est de l'investissement quotidien ou hebdomadaire, qu'on appelle le DCA. On aime beaucoup l'investissement quotidien ou hebdomadaire selon les capacités de nos clients. Donc ça, c'est comment on y rentre. Et comment on y sort. Comment on en sort? Eh bien, déjà, on est plutôt enclin à ne pas trop sortir de Bitcoin, parce qu'on trouve que avant le prochain halving, donc avant la prochaine division par deux de l'émission monétaire, on trouve qu'il n'y a pas de raison d'en sortir. Si ça explose, eh bien, il y aura peut-être une prise partielle de bénéfices, mais partielle seulement, majoritairement sur les autres jetons que sur Bitcoin, mais on pourra faire, imaginons un cas de figure qui te plairait autant à toi qu'à moi, quelqu'un qui accumule 25 000 euros sur Bitcoin, il se retrouve avec 250 000 euros. Bon, il n'est pas exclu que 25 à 50 000 euros réintègrent son patrimoine sous une autre forme. Comme ça, déjà, il n'aura plus de risque sur le capital qu'il a investi, voire il aura presque pris x2 sur son capital, et le reste restera investi parce que on pense que Bitcoin a une valorisation sur le long terme, quand il deviendra, ce qu'il peut devenir assez rapidement, une unité de compte du commerce international, puisqu'il faut savoir qu'il y a moins de 10 jours, l'Iran a fait une grosse transaction dans le commerce international grâce à Bitcoin, puisque ça l'évite de le faire en dollars et de passer sous la réglementation américaine. Et ça, pour moi, c'est une nouvelle très 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 intéressante. Voilà. Pour moi, c'est un élément de cassure importante sur la capacité de Bitcoin à devenir une monnaie d'échange internationale pour des transactions internationales de haut niveau, et ça peut être ce qu'on appelle en bon français un game changer. Ouais, je te reprendrai pas sur ça. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Complètement. Après, les questions que je me pose aussi par rapport à cet actif, qui pour moi est un super performant à très long terme, si on a une vision long terme. Néanmoins, sur les problématiques peut-être plus court moyen terme de détenteurs de Bitcoin, et liées en fait à la gestion de patrimoine, je pense notamment à une transaction immobilière ou à une transmission. Comment est-ce que tu vois apparaître ce type de choses, de problématiques de clients qui veulent lier finalement la possession de cet actif à d'autres types de transactions dans leur vie quotidienne liées à leur patrimoine? Alors en fait, aujourd'hui, faire des transactions en crypto, acquérir des actifs en crypto, on peut à peu près tout acquérir, puisqu'on peut acquérir des parts d'immobilier avec la société Realty, on peut acquérir, il y a plein de sites qui acceptent le Bitcoin dans les paiements, comme le site on peut payer nos conseils en Bitcoin, on a des boutons de paiement pour nos abonnements en Bitcoin. Donc, et quand on regarde tous les sites qui acceptent Bitcoin, on peut acheter de tout. En Belgique, on peut acheter une voiture, même en France, il y a un courtier à Nantes qui s'appelle Backcar qui a déjà accepté une vente de voiture en crypto. Donc, il y a quand même pas mal de choses que l'on peut acheter en crypto sans aucun souci. Est-ce que demain, on peut acheter un immeuble entier ou sa maison en crypto? Je pense qu'il faut voir les cas d'usage, mais je pense qu'il n'y a pas d'obstacle particulier, si ce n'est l'origine des fonds, et encore ça, on peut traiter ça au cas par cas. Deuxième partie de la question, pour transmettre son patrimoine, est-ce qu'on peut transmettre de la crypto? Nos parents, grands-parents et arrière-grands-parents avaient l'habitude de transmettre quoi? Ils avaient transmetté des Napoléons. Il est évident que si je dois partir d'Ukraine avec 100 Napoléons, ou si je dois partir d'Ukraine avec une clé Ledger, parce que la guerre arrive, il vaut mieux que je parte d'Ukraine avec une clé Ledger plutôt qu'avec 100 Napoléons, parce que j'ai quand même moins de risque de perdre mes Napoléons que le reste. Donc, je pense que c'est un outil qui est pour transmettre le patrimoine sur de la durée, qui est quand même beaucoup plus pratique, mais par contre qui a des contraintes intrinsèques. Donc, ça veut dire qu'il y a une certaine technologie, et ça peut être un souci pour la donation. Là, nous, on est en train de se rapprocher des notaires pour les aider à écrire des bonnes pratiques. On est en contact avec la Chambre des notaires de Paris là-dessus. On n'est pas les seuls, hein. On a des confrères qui font ça aussi très bien. On s'intéresse beaucoup à la problématique donc aussi de succession avec le mandat posthume sur lequel j'avais expliqué sur l'antenne de BFM, et puis aussi les différents testaments. Et là, on réfléchit avec Terre Noire sur, j'intègre la réflexion de certains notaires avec Terre Noire sur justement comment mettre en place un process simple et sécurisé de transmission de ces cryptos, puisque il y a toute la problématique de la transmission de la clé privée. Et ça, c'est technologiquement un truc sur lequel il faut qu'on invente des solutions. Mais elles existent. Enfin, on a tous les éléments du puzzle. Maintenant, il faut le mettre en route. Voilà. Mais c'est des choses qu'on va résoudre dans les mois qui viennent.
Ça consisterait à donner une clé, enfin l'accès à une clé ou à sa phrase, sa seed en fait, sa phrase clé à la personne à qui on veut léguer des fonds, c'est ça? Alors ça va être un peu plus compliqué que ça, c'est-à-dire qu'en fait, si on se retrouve avec 2 ou 3 enfants, et ça serait dommage qu'il y en ait qu'un qui récupère l'acide et puis qui fasse un peu ce qu'il veut avec, même s'il va laisser des traces obligatoirement. Donc non, l'idée c'est que lors de l'ouverture du testament, l'ensemble des éléments du puzzle soient rassemblés uniquement à ce moment-là. Ça, c'est une première possibilité. À ce moment-là, donc, on peut répartir les choses. Ou alors, dans le mandat posthume, on donne mandat à un professionnel de faire ce qu'il faut. Et ça, c'est quand même pas mal, parce que le mandat posthume dit, ah, quand je ne suis plus là, cette personne-là va avoir pour mission de faire ci et de faire ça. Et elle aura accès aux éléments, qui lui permettront de mener sa mission sous le contrôle du juge, par exemple, en présence de mineurs, avec un certain nombre de moyens qu'on lui a donnés. Mais pour revenir à une succession classique, pas une donation, mais une succession classique, l'idée, c'est de rassembler sur le bureau du notaire à l'ouverture du testament les éléments techniques qui permettent d'avoir accès au portefeuille. Après, une fois qu'on a rassemblé les éléments techniques qui permettent d'avoir accès au portefeuille, l'ensemble des héritiers en peuvent avoir accès au portefeuille. Et s'il y en a un qui fait une transaction, l'avantage des blockchains, c'est que ça va vite être vu. Voilà. Donc, imaginons qu'on ait un cas de figure un peu délicat de 3 enfants qui récupèrent un portefeuille d'1 million de crypto. Il y en a 2 qui savent pas trop comment ça marche et un qui sait très très bien comment ça marche. Il capte les cryptos. Il est évident que pour les autres, c'est assez facile, avec un petit peu de conseil, d'aller montrer la transaction et puis demander aux autorités civiles qu'ils rendent l'argent. Ah ouais, il y a des trucs. Ouais, faut pas oublier qu'une blockchain, c'est quand même quelque chose qui permet de faire beaucoup de choses, mais il y a des traces qui sont laissées, ce qui permet de faire beaucoup de statistiques et ce qui permet aussi, par exemple, dans le cadre d'une donation, je fais ma donation le matin, je prends mes copies d'écran, ou si mon notaire est un peu plus au fait, on va ensemble sur le scan de la blockchain et on peut voir à quelle heure a été faite la transaction. Donc on peut y affecter un prix et on peut y affecter un prix. Le notaire peut rédiger son acte de donation, calculer ses droits et ainsi de suite. Donc c'est quand même des choses qui sont finalement, c'est de nouvelles problématiques, mais c'est assez facile d'y répondre. Ah ouais, le contre-argument de Bitcoin, c'est pour blanchir de l'argent, quoi, complètement. Je dis pas que Bitcoin ne sert pas de temps en temps à blanchir de l'argent, mais je pense que le billet de $100 laisse beaucoup moins de traces. Ouais. Quelles sont les problématiques que rencontrent tes clients détenteurs de pas mal de cryptoactifs notamment? C'est quoi les trucs qui reviennent les plus souvent notamment Alors déjà, on a plusieurs types de clients. La plupart des clients qu'on a récupérés qui avaient des cryptos, on a trouvé qu'ils avaient pas de stratégie d'investissement. Donc toute la première partie du travail par rapport à des gens qui avaient déjà de la crypto, ça a été de redéfinir avec eux une stratégie d'investissement pour savoir où est-ce qu'ils allaient. Donc on a souvent simplifié des portefeuilles, sécurisé des portefeuilles, mis en place des sauvegardes, des choses comme ça. Et les nouveaux clients qui viennent, il y a 2 types de clients. Il y a ceux qui veulent faire de l'argent très vite, très fort, très tôt. Ceux-là, on est extrêmement réticents à les prendre parce que on ne peut que les décevoir. C'est très difficile de pas les décevoir. Et puis on a ceux qui s'intéressent à ça, qui sentent confusément qu'il faut faire quelque chose, mais là encore, qui manquent d'une vraie stratégie. Donc là, on va les aider à avoir tout d'abord une stratégie. Et puis nous, notre pari, c'est comme on a dit qu'on veut des clients qui sont custody, il faut qu'ils soient propriétaires de leurs propres actifs. Et donc, ils les sécurisent. Donc, il y a tout un apprentissage technologique à faire, puisqu'on leur offre une clé Ledger, donc une clé qui leur permet de sécuriser leur clé privée. La clé privée, c'est ce qui permet de séparer les cryptos. Enfin, les cryptos sont toujours sur la blockchain, mais simplement, pour y accéder, il vous faut quelque chose, il vous faut de couvrir le verrou, et le verrou, c'est les clés privées. Et donc, on leur apprend. Et comme ce service est récent, on a mis en place des process au départ. Et ces process-là sont peut-être un peu lourds. Donc, au fur et à mesure de l'apprentissage, on trouve des choses peut-être plus intéressantes. Et donc, on fait évoluer les process pour que ça soit pas trop lourd. Là encore, on fait attention aussi aux opérations que l'on fait par rapport à la déclaration fiscale. Et puis, on est en train de mettre en place les premiers mandats posthumes, les premiers testaments. Et il me tarde que nous fassions notre première donation. Ça sera une belle, effectivement, une belle histoire à raconter, en tout cas, si ça fonctionne bien comme... Oui, alors il y a déjà des donations qui ont été faites, mais nous, nos clients n'ont pas encore fait de donation. Et quand on en aura fait une de A à Z, on sera assez content. D'ailleurs, à cette occasion, vu que la Caisse des dépôts est maintenant le statut PSAN, ça serait bien que la Caisse des dépôts puisse donner à chaque notaire une adresse Bitcoin.
pour que l'ensemble des personnes qui voudraient régler les frais de donation ou de succession en crypto puissent le faire. C'est assez facile avec une adresse, avec une clé privée, d'en dériver un certain nombre d'adresses de clés publiques. Et chaque notaire pourra avoir en dessous de son IBAN Caisse des dépôts une adresse Bitcoin, et on pourrait payer sur cette adresse, on pourrait payer les droits. Ce serait une très bonne chose. Technologiquement, ils sont au point. Juridiquement, ils ont le statut. Bon, Nadia, petit coucou à Nadia, faut pas oublier, ce serait bien de le mettre en place, et je pense que ça mettrait la France en avance sur un certain nombre de sujets. Voilà, c'est un petit coucou à Nadia Filali. Ouais, Nadia Filali qui écoute sûrement ce podcast et comme on lui enverra. Si elle l'écoute pas, on lui enverra. De toute façon. C'est clair. Et tu expliquais en début d'entretien, notamment que tu étiez précurseur dans cette activité crypto-actif. Mais c'est pas le cas, j'ai l'impression, beaucoup dans la gestion de patrimoine. À quel niveau de résistance tu te confrontes un petit peu toujours aujourd'hui pour prêcher la bonne parole, et est-ce que les contre-arguments des pourfendeurs du Bitcoin et des cryptos commencent à peser, ou quelles sont les évolutions là-dessus? Alors, d'abord, on a, nous, déjà une cinquantaine de clients qui ont sauté le pas. Ensuite, on a des confrères qui sont un peu différents, qui nous ont appelés pour que on puisse adresser la problématique auprès de certains de leurs clients. Donc ça, c'est plutôt le côté positif des choses. Et puis, dans les prochaines semaines, vous allez voir, il y aura quelques annonces sympathiques qui montrera que ce qu'on s'est embêté à construire depuis quelques mois ou quelques trimestres commence à plaire à un certain nombre de personnes, et donc on aura des accords de partenariat qui vont arriver à mon avis, dans pas très longtemps. Voilà. Donc, les choses auxquelles on se heurte, c'est effectivement des gens qui sont anti crypto, anti Bitcoin. Mais là-dessus, ils sont un peu comme tout le monde. C'est souvent par méconnaissance. On a globalement quatre objections majeures. Et là, j'ai monté une petite conférence que j'améliore au fur et à mesure sur un format 30 minutes jusqu'à 1h30, voire 2 heures, avec les questions. Et est évident que je commence sur Bitcoin par les quatre objections majeures, et je demande aux personnes qui sont présentes dans le public qui pensent que Bitcoin ne repose sur rien. Deuxièmement, qui pense que Bitcoin finance le crime? Alors, plus. Qui pense que Bitcoin est extrêmement énergivore et donc extrêmement pollueur? Là, il y en a encore un peu plus. Et qui pense que Bitcoin est volatile? Et là, il y a quasiment la majorité des gens qui le pensent. Donc, pour répondre de manière extrêmement caricaturale à ces quatre questions-là, Bitcoin ne repose sur rien. La disponibilité de la blockchain et de sa capacité de calcul monstrueuse et de sa communauté constitue quelque chose qu'il faut regarder, et je l'explique en détail pourquoi ça peut avoir une valeur. Deuxièmement, finance le crime, on en a parlé brièvement tout à l'heure, mais en fait, on laisse tellement de traces sur Bitcoin sur Bitcoin et d'autres cryptos que il faut penser que c'est vraiment pas ce qu'il faut. Il y a un vrai sujet en ce moment sur les mixeurs, j'y reviendrai. Je dirais simplement que Vitalik Buterin a apprécié de pouvoir faire une grosse donation des terres à l'Ukraine sans qu'on sache que c'était lui. Et il a utilisé un mixeur, et c'était une manière aussi de se protéger de sa vie privée, de ne pas donner sa clé publique à n'importe qui en Ukraine. Ça me semble quand même la moindre des choses. Et puis ensuite, on a un troisième point qui est... alors là, je suis intervenu plusieurs fois sur le sujet. Je suis intervenu il n'y a pas très longtemps avec Sébastien Gouspillou, qui est mineur, qui dirige une société de minage qui est basée à Nantes, qui aujourd'hui, toutes ces nouvelles capacités sont 100% en électricité renouvelable. Et donc d'un côté, de ce côté-là, on a aujourd'hui même, le mining peut aller faire baisser la masse de méthane qui est envoyée dans l'atmosphère, et on sait que c'est très très important de baisser la partie du méthane qui est envoyée dans l'atmosphère. Ça permet d'utiliser des extra capacités dans des pays pauvres qui ont besoin de devises. Et BBGS, la société de Sébastien, fait à certains pays africains des chèques de plus de 25 millions de dollars par an d'électricité qui ne serait pas consommée sans cela. Donc il y a même un caractère social très important. Et enfin, Michel Kazaka nous a remis à Surfing Bitcoin, a commenté une étude très intéressante qu'il a faite sur l'efficience des transactions dans le secteur bancaire classique et dans le réseau Bitcoin et le réseau Lightning. Et ça a montré que l'efficience est quand même très 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 élevée, et bien meilleure que tous les réseaux de paiement bancaire, dont on ne sait pas du tout s'ils sont sourcés avec des énergies renouvelables ou non. Ça, c'est pour la pollution. Et enfin, Bitcoin est volatile. Oui, bien sûr, Bitcoin est volatile. Pourquoi? C'est une monnaie qui est jeune, une monnaie jeune qui ne circule pas encore assez. Or, c'est la problématique de la vélocité.
une monnaie qui ne circule pas assez. Ce qui donne aussi de la valeur à la monnaie, c'est sa capacité à aller régler des acquisitions à faire, des biens, l'achat de biens de consommation et de services. Et donc, on n'a pas encore assez de vélocité. Qui dit plus de vélocité donnera une moindre volatilité. Donc ça, c'est juste une question de temps. Bitcoin a 12 ans, donc c'est normal qu'il soit 12-13 ans. C'est normal qu'il soit encore un peu volatile. Ouais, c'est très clair. Non, c'est super intéressant et ouais, effectivement, je serais preneur. Enfin, si jamais il y a un support public sur lequel tu vas publier cette conférence, enfin, preneur des liens pour pouvoir suivre ça, ça doit être bien à voir dans le détail, quoi. Cool. Mais un petit peu pour terminer cet entretien, Louis, je voulais juste demander peut-être une question en deux questions en une plutôt. Quelles sont les choses que tu as retirées particulièrement de Surfing Bitcoin? Et puis la deuxième dans la lignée, c'est quelles sont les informations, peut-être les ressources plutôt, que tu pourrais recommander aux auditeurs pour se former, pour comprendre un peu mieux ces enjeux-là? Alors, Surfing Bitcoin, j'aurais dû y aller l'année dernière et bon, j'avais un peu regretté de l'avoir loupé. Cette année, j'ai un peu écourté la fin de mes vacances que je prends tout souvent en août pour y aller et j'ai pas été déçu. D'abord, j'ai retrouvé une partie entre guillemets de mon public parce que comme j'ai fait quelques vidéos, il y a des gens qui m'ont reconnecté dans la vie réelle et c'était très très sympa. Je pense que j'ai dû saluer 400 personnes au moins sur la manifestation, ce qui était quand même bluffant. Et j'ai trouvé des gens, des experts de très très haut niveau, mais vraiment de très très haut niveau, qui étaient accessibles, avec qui on pouvait discuter, avec qui on pouvait ne pas être d'accord, avec qui on pouvait avoir des vraies discussions. C'était, on aurait pu y rester une semaine entière, on aurait connecté avec une chose. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses qui se préparaient. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une certaine entente sur le fait que, bon, en ce moment c'est calme, c'est un peu l'hiver crypto, profitons-en pour mettre en place les choses pour le prochain bull run que tout le monde attend pour 2024-2025. Et là, il y a beaucoup de choses qui se structurent, beaucoup de projets qui se développent, des trucs qui sont pas du tout bullshit et qui, moi, m'intéressent, m'ont impressionné. Voilà, je suis impressionné par la vigueur de ce qui se trame dans ce domaine. Et ça m'a un peu secoué là-dessus. Ça a été, j'étais assez surpris et surtout de voir, je reviendrai, c'est quand même la qualité des interventions, la qualité des intervenants et la qualité du public. Voilà. La finance classique, on voit le mec costume 3 pièces nickel, voilà, avec ces trucs dernier cri. Celui-là, c'est un bon. Bah oui, mais là, il faut repérer le mec qui a un t-shirt, des tongs et un short, et c'est le même, sauf qu'il a un peu changé d'uniforme et il est encore plus efficient parce qu'il est beaucoup plus libre dans son approche. Et là, j'ai fait des connexions extraordinaires. Voilà ce que je retiens un peu de Surfing Bitcoin et je vous conseille d'y aller l'année prochaine, même ne serait-ce que pour la première journée grand public, c'était vraiment très très intéressant. Après, pour acquérir et se former, pour mieux comprendre, il y a des médias comme le tien qui sont intéressants. On a fait nous toute une série sur la chaîne Montaigne Conseil, on a fait toute une série de blockchain pour les nuls avec Alira sur la chaîne Montaigne Conseil. Au début, moi, j'y suis allé par des influenceurs. Et puis c'est pas finalement ce qui m'a vraiment j'en suis assez vite sorti. D'ailleurs, je salue Owen Simonin, on s'est croisé à Surfing Bitcoin et je l'ai regardé au départ, c'était intéressant parce que j'ai appris des choses et puis après assez vite, j'ai compris qu'on n'allait pas au fond des choses. Ça ne constituait pas un socle de connaissances. Alors moi, je suis allé très loin puisque je suis allé passer une certification à l'IRA en finance décentralisée. Je suis expert en finance décentralisée et je peux pas recommander à tout le monde de le faire, mais à mes confrères, bien sûr, faites-le. Et pour le plus grand public, je dirais qu'il y a un certain nombre d'auteurs à lire. Vous avez un très bon livre qui a été écrit par l'équipe de Cryptost, Bitcoin et les crypto-monnaies. Je trouve que c'est un livre qui est assez bien écrit. Il y a un documentaire qui a été tourné par Arte, voilà, le mystère Satoshi, 6 fois 12 minutes. C'est vraiment très très bien fait. Ça permet de comprendre une partie de la psychologie des cypherpunks. Et après, vous avez des choses très intéressantes qui ont été écrites de manière un peu plus philosophique, un petit peu plus géopolitique par Jacques Favier. Les écrits de Jacques Favier sont toujours très intéressants. Et Adli, Takal, Bataille, puisque tous les deux, ils ont commis un ouvrage qui s'appelle Bitcoin, la monnaie acéphale, qui est assez intéressant. Et voilà pour quelques références pour se former. Et puis, en fait, il faut rester connecté sur Twitter, sur LinkedIn, à des gens
intéressants qui nous en apprennent tous les jours. Et j'ai appris un nombre de trucs incalculables à Surfing Bitcoin. Plus ça va, plus je me rends compte que j'y connais rien. Parce que ça va tellement vite aussi. Donc, je sais pas si quelqu'un peut tout connaître en fait, mais Et moi, je suis un garçon extrêmement. C'est mon côté féminin qu'on voit pas tout de suite. Hein. Moi, je ressens beaucoup les choses. La moustache, oui, on fait qu'on voit pas trop mon côté féminin. Je suis très intuitif comme garçon. J'ai l'intuition quand même qu'on est devant une révolution majeure, avec notamment la deuxième couche s'appelle Lightning Network, qui est une couche de paiement extrêmement efficiente. Mais on se rend compte, parce que j'ai fait une petite intervention le 24 au soir, qu'on pourrait faire de la finance décentralisée sur Bitcoin grâce à Lightning Network, et ça a été une partie de mon travail de rencontre, et ça a confirmé ce que j'avais envisagé le 24 au soir. J'ai pu le confirmer dans la conférence en suivant notamment un très jeune garçon brillantissime qui s'appelle Fanis Michalakis, brillantissime sur les problématiques de Lightning Network. Voilà, c'est dans les gens que j'ai rencontrés qui sont vraiment à retenir dans cette conférence. Il y a eu lui, il y a eu Michel Kazaka que j'ai cité pour son étude sur l'énergie, Yorick de Montbine sur la politique, la politisation de la monnaie, Fergan Aziari aussi qui est intervenu sur la problématique monétaire, Abdelhamid Bakhta qui est celui qui a implémenté le IP 1559, c'est-à-dire qui a implémenté toute la modification London sur Ethereum. Alors les gens, ça vous dit rien, je suis désolé, je rentre un peu dans les détails. C'est ce qui a permis de faire en sorte que la masse d'Ethereum en création diminue. Plus Ethereum va être utilisé, plus on va limiter son expansion monétaire. C'est assez intéressant. Et lui donc était là pour un petit peu challenger les bitcoiners en disant il n'y a pas que Bitcoin dans la vie, ce qui fait que bon, il y a eu des débats houleux mais passionnants, toujours au-dessus de la ceinture. Voilà, j'ai cité tout cela, et puis il y en a d'autres, il y a ceux que j'oublie et j'en suis désolé. Mais voilà, puis bravo en tout cas aux organisateurs du Surfing Bitcoin, c'était vraiment un très 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 bel événement. Ah, c'est excellent. Et ça me fait penser à, je crois, il y a un tweet de Mark Zeller parlant du Surfing Bitcoin qui disait, en gros, ce que j'en ai compris, c'est que il y a deux camps. Il y a les BTC, les Bitcoin maximalistes qui pensent que, en fait, entre Bitcoin et Ethereum, ce qui va faire la différence, c'est si, selon tu penses que le monde est en décadence, à ce moment-là, tu vas vers Bitcoin. Enfin, tu vois, il y avoir une explosion un peu de géopolitique ou monétaire. Et si tu crois plutôt à la croissance, et là, tu vas sur Ethereum, quoi. En fait, c'est un peu ça l'idée. Et alors, nous, on est demi-maximalistes, hein, c'est-à-dire que nous, on dit à nos clients, vous mettez minimum 50% de Bitcoin. Entre 50 et 70% de Bitcoin, c'est notre voilà, à peu près les bornes. Après, le reste, on met bien sûr de l'Ethereum, c'est difficile de passer à côté, et celle qui laisse quand même moins de place pour les autres cryptos, mais ce qui nous donne un petit peu notre vision. Nous, il n'y a pas de Doge dans nos portefeuilles, il n'y a pas de Shiba, de choses comme ça. On essaie de travailler avec des supports sérieux. C'est parfait. Eh ben, merci beaucoup, Louis. Est-ce qu'il y a où est-ce que les gens peuvent te retrouver pour prolonger la conversation, notamment avec toi? Alors, pour prolonger la conversation, je suis tout à fait ouvert aux demandes de contact sur LinkedIn, la chaîne Montaigne Conseil, bien sûr. Voilà. Et puis, il y a le formulaire de contact Montaigne Patrimoine. Montaigne Patrimoine, c'est donc tout ce qui est intermédiation, et Montaigne Conseil, c'est tout ce qui est conseil. Aujourd'hui, on fait plus de conseils que d'intermédiation. Mais sachez que les deux sociétés sont reliées puisque voilà, ce sont les mêmes personnes qui travaillent pour l'une ou l'autre des sociétés. Parfait. Bah, Louis, on mettra tout ça dans les notes de l'épisode. Un grand merci encore pour ta participation. Merci Paco. En tout cas, tu avais des questions très intéressantes et c'était un plaisir d'y participer. Donc bonjour à tous ceux que je ne connais pas et ceux que je connais parce que certains m'ont déjà dit qu'ils écoutaient ton webinaire, et toute l'équipe, puisque je ne suis pas seul, toute l'équipe est à disposition. Sur la partie crypto, il y a moi et 2 personnes pour l'instant, mais ça risque de grossir. Bon, bah, c'est tout ce qu'on te souhaite, en tout cas. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup. Allez, longue vie aux investisseurs 4.0. Merci à toi. Salut, merci Louis. Salut. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu. Faites-toi un investisseur un peu mieux informé. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager ce podcast avec ton entourage et à lui mettre une évaluation 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Podchaser. Ça permet de le faire monter dans les classements et de me donner la motivation pour t'offrir toujours le meilleur contenu. Voilà, mais merci beaucoup encore pour ton soutien et une très bonne fin de semaine à toi. Ciao!